Je vous remercie pour votre présentation et pour votre invitation à participer à cette journée. Et, je remercie le CHU de Montpellier, le CREAF Zeller pour pouvoir y prendre part. Je suis bénévole pour l'association Face à l'inceste, que j'ai la lourde tâche de représenter aujourd'hui, qui est une association nationale dont le siège est à Paris, qui a été fondée en 2000 par Isabelle Aubry. Et il se trouve que j'habite Montpellier, donc je suis aussi responsable de l'antenne départementale de l'Hérault. Face à l'inceste n'est pas une association d'aide directe auprès des victimes. C'est une première chose à savoir, il me semble. Notre travail s'articule autour de 3 axes. Le premier étant le plaidoyer, pour faire avancer la législation, les représentations. On en a beaucoup parlé depuis ce matin sur l'inceste. L'information et la sensibilisation à destination de tous les publics, le grand public d'abord, les professionnels bien sûr, et la mise à disposition d'un certain nombre de ressources et d'outils d'entraide que j'aurai du coup l'occasion d'exposer durant cette communication. Alors prévenir l'inceste aujourd'hui en France, en tant que militant, et oserais-je avancer plus largement, c'est un véritable combat. C'est un véritable combat tant les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Faute de moyens, on en a parlé, mais également de vision. Si la parole ne s'est jamais autant libérée à travers des réseaux sociaux et de MeToo et de la publication du livre, on en a également parlé, de Camille Kouchner de la famille Agrandé en janvier 2021, il reste qu'on a toujours du mal à voir concrètement les 3 enfants victimes d'inceste par classe aujourd'hui en France. Et le chemin reste donc long à faire encore pour mieux les protéger. Alors notre association a réalisé un certain nombre d'enquêtes et d'études. Donc les derniers sondages Ipsos qui a été réalisé par l'association et dont vous connaissez, je pense, tous les chiffres ont révélé que 11% des Français aujourd'hui en France sont victimes d'inceste. On peut donc acter d'ores et déjà que l'inceste est bien loin d'être marginal dans notre société. D'ailleurs, cela représente 80% des situations de violences sexuelles sur mineurs. Cela signifie que lorsqu'on parle de violences sexuelles faites aux enfants, principalement, on parle d'inceste. Isabelle Aubry, fondatrice de l'association Face à l'inceste, avait l'habitude de dire « Pour lutter contre un tabou, il faut commencer par le nommer. Aucune mesure de prévention ne saurait être efficace, puisque je vais parler de prévention aujourd'hui, si on ne sait pas en premier lieu de quoi on parle. Et si le mot inceste n'est pas d'emblée clairement posé. Il n'y a de prévention possible que ce que l'on connaît, que ce qui est identifié, et que ce qui est par ailleurs mesuré. » Aussi bien dans la première partie de cet exposé, je vais revenir concrètement d'abord sur ce que c'est l'inceste. On va reposer un peu les bases, les combats menés par l'association naturellement, avant de parler des préconisations que nous défendons. Du latin incestum signifiant, pardonnez-moi je ne suis pas latiniste, souillure. Il est défini par l'Académie française comme une relation sexuelle entre 2 personnes qui sont parentes ou alliées à un degré qui entraîne la prohibition du mariage. On vient d'en parler. Mais ce qu'on peut surtout relever d'emblée, c'est qu'en France, l'inceste est d'abord considéré comme une relation sexuelle, consentie et autorisée donc par la loi. L'inceste est un acte de nature sexuelle entre 2 personnes apparentées. L'inceste constitue en France une infraction à partir du moment où il est commis sur un mineur. En ce sens, l'inceste, c'est une intrusion dans l'intimité de l'enfant, à des fins de satisfaction sexuelle, et peut prendre plusieurs formes, comme les agressions sexuelles qui consistent à toucher le corps de l'enfant avec son corps, à travers des frottements, la masturbation, ou des baisers par exemple. L'enfant peut lui-même être contraint à reproduire ses gestes sur l'adulte agresseur, à sa demande. L'inceste peut aussi donc être un viol, soit tout acte de pénétration par voie orale, anale ou vaginale, et imposé par une partie du corps de l'agresseur, par exemple son doigt ou son pénis, ou par l'utilisation d'un objet.
Alors dans ce cadre, pour poser les choses plus clairement, on va essayer d'évacuer un certain nombre de termes ou de mots qui ne seraient pas appropriés. J'en ai donné 2 exemples ici. L'abus sexuel, par exemple, qui sous-entend qu'une limite est autorisée ou acceptée et qu'il ne faudrait pas dépasser. Il me semble que pour un enfant, ce n'est pas vraiment approprié. C'est plutôt un terme qu'on pourrait utiliser pour l'alcool, c'est un peu plus connu. Ça vient d'une traduction littérale de l'anglais « to abuse », en fait, mais qui n'est pas très approprié dans notre situation. À l'endroit d'un enfant, on va plutôt préférer des termes factuels ou juridiques comme inceste, s'il s'agit donc d'un inceste, violence sexuelle, viol ou agression sexuelle sur mineur. De la même manière, attouchement, cela renvoie à l'action de toucher, spécifiquement avec la main, synonyme de caresse. Pour nous, ce mot minimise la violence de l'acte, à tel point qu'on entend parfois même certaines victimes dire « je n'ai subi que des attouchements ». Comme si finalement ce n'était pas si grave. Le terme juridique pour qualifier ces actes, c'est agression sexuelle, sans pénétration contrairement au viol. Et quand ces actes sont commis par un membre de la famille, je vous le donne dans le mille, on va parler d'inceste. Les conséquences sur les victimes sont aussi graves qu'il s'agisse d'agression sexuelle ou de viol, car l'inceste, c'est d'abord une trahison, un crime de lien, qui a pour conséquence de priver la victime de sa famille. Alors l'inceste se manifeste aussi par ce qu'on appelle le climat incestuel. Je sais qu'une communication est prévue sur ce sujet cet après-midi, qui n'implique pas de contact physique. Le climat incestuel peut d'ailleurs être considéré comme une condition préalable au passage à l'acte, tant l'ambiance dans laquelle il s'institue nie les limites de chacun, les membres du foyer, de leur intimité. C'est au psychiatre Paul-Claude Racamier qu'on doit la notion d'incestuel. On peut aussi se référer à Brigitte Moltrecht qui, en 2019, propose 12 critères qui permettent de définir un climat incestuel dans une famille. Par exemple, je ne vais pas tous les citer, mais on pourra citer la non-autorisation du jeune à penser par lui-même, le non-respect d'un lieu intime pour la toilette du jeune, les confidences du parent concernant sa vie affective et sexuelle, qui sont inappropriées, la confusion des places, ou encore l'exhibition sexuelle. C'est le cas, par exemple, d'un parent qui imposerait à son enfant de regarder des films pornographiques, ou qui l'exposerait aux relations sexuelles qu'il a avec son conjoint ou sa conjointe. Du fait de l'anéantissement que produit l'inceste sur la victime, les conséquences sont nombreuses, car l'inceste nie la position subjective de l'autre dans la famille. L'inceste vise la destruction de la personne et s'appuie sur la jouissance que cet anéantissement procure. L'inceste, en fait, annule tout simplement l'autre en tant que sujet, en tant que personne. On pourrait donc dire que c'est un arrêt de mort psychique. L'inceste s'exprimant au sein du groupe familial, il est alors particulièrement difficile à la victime de porter à l'extérieur de la famille sa parole. Me semble-t-il, monsieur l'avait évoqué tout à l'heure, car l'inceste, en fait, ne peut perdurer qu'à la condition du silence et d'une représentation extérieure sociale positive de la famille. Or, qui a envie de perdre sa famille? Les victimes ne veulent pas faire de mal. Il y a souvent de l'amour entre elles et leur agresseur. Et l'enfant perçoit très bien que, s'il parle, les conséquences seront catastrophiques. L'enfant fait face alors à un terrible dilemme. Perdre sa famille, ou bien perdre sa famille. Ce lien d'amour avec son agresseur est ce qui caractérise l'inceste. La raison pour laquelle il s'agit d'un crime de lien. Personne n'a envie de perdre sa famille. Personne n'a envie d'être seul et abandonné. Alors que dire d'un enfant de 5 ou 10 ans? Par ailleurs, l'incesteur n'est pas nécessairement un pédophile. Le crime d'inceste s'appuie souvent sur l'aubaine, l'opportunité de la promiscuité, de l'intimité du foyer. La création d'infractions spécifiques du crime d'inceste
est tenu jusqu'à présent en échec et que l'association demande, éclaire sur notre incapacité collective à identifier cette spécificité. La reconnaissance de cette spécificité du crime d'inceste constituerait pourtant un premier levier de prévention. Comme d'ailleurs l'imprescriptibilité, que l'association demande également, et pour laquelle elle milite depuis 2004, depuis ses origines. De nombreuses locutions employées dans le langage courant favorisent l'invisibilisation de l'inceste. Violence sexuelle intrafamiliale. S'il n'est pas nommé tandis qu'il se manifeste, comment alors l'apprendre ? Parce qu'il est commis dans la famille par un des membres de cette famille. Les conditions de son dévoilement et le parcours que vivent ensuite les victimes seront nécessairement différents. Nous savons aujourd'hui qu'une victime, c'est un sondage de Ipsos pour Face à l'inceste, que nous avons réalisé en 2009, met en moyenne 16 ans après les faits à révéler l'inceste qu'elle a subi. L'amnésie dissociative est bien connue. D'une certaine manière, elle protège la victime. Mais les traumatismes de l'enfance ont des impacts sur la santé, on l'a un petit peu évoqué dans les communications précédentes, tant physique que mentale. L'inceste, au même titre que d'autres violences, physiques ou psychologiques, affecte durablement la santé des enfants. C'est un véritable fléau de santé publique. L'inceste et les violences sexuelles subies dans l'enfance sont fortement associés à une multitude de problèmes de santé mentale ou physique. On a parlé de la syphilis tout à l'heure, elle en a estimé le coût, près de 10 millions d'euros. Depuis la fin des années 90, on connaît les ACE Studies, acronyme de Adverse Childhood Experiences, c'est-à-dire les expériences négatives de l'enfance que les effets cumulatifs des traumatismes impactent de façon significative la qualité de vie une fois adulte. 21% des 17 000 répondants ont été victimes de violences sexuelles durant leur enfance. Cette série d'études a été conduite de 1995 à 1997 aux États-Unis. Les résultats témoignent d'une relation proportionnelle entre un score élevé de traumatisme et la sévérité de troubles physiques ou psychiques qui en découlent. Dès 1985, le modèle traumatogénique de Finkelor et Brown montre que, je cite, « La violence sexuelle vécue dans l'enfance entraîne une modification de l'orientation cognitive et affective, provoque un traumatisme qui se traduit par une déformation du concept de soi et des capacités affectives de l'enfant. L'impact de la violence et les symptômes qui y sont associés sont fortement liés au type de violence vécue, au fait que la violence ait été ou non révélée, ou encore à la présence d'un adulte protecteur et soutenant dans l'entourage de la victime. » J'aurai l'occasion d'y revenir, c'est clairement pas la majorité. Les conséquences sont nombreuses et de différentes natures, allant de troubles de l'alimentation à l'automutilation, du sentiment de dépersonnalisation au suicide, des difficultés sociales en lien avec la confiance, l'autorité ou d'une façon plus générale les limites, et notamment les troubles de séduction compulsive ou à l'inverse de la frigidité. On pourra encore noter bien sûr la prostitution. D'après le sondage Ipsos réalisé pour Face à l'inceste en 2010, on apprend que 53% des Français victimes d'inceste ont déjà tenté de se suicider. Les états de stress post-traumatique et les états dépressifs constituent également des conséquences caractéristiques. Les victimes d'inceste cumulent des traumatismes qui réduisent la durée de vie de 20 ans. Elles ont plus de chances de déclencher cancer, maladie auto-immune, alcoolémie, et le principal risque d'avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance est d'en subir à nouveau adulte et d'en commettre potentiellement à son tour. Ces psychotraumatismes peuvent être traités dans le cadre de thérapies ciblées, adaptées, prenant en compte la particularité de l'inceste, comme traumatisme à part entière. La prise en charge pluridisciplinaire de l'enfant comprenant un accompagnement psychologique systématique gratuit et des professionnels formés sans limitation de durée est naturellement essentielle, comme la création de centres de soins spécialisés, ainsi qu'un parcours d'aide pour les survivants de l'inceste et de pédocriminalité. Alors à ce sujet, sur l'accompagnement des enfants victimes d'inceste dans notre système de santé, l'association Face à l'inceste organise une table ronde à Montpellier le 25 septembre prochain. Je vous invite à
suivre notre actualité si vous souhaitez y prendre part. On le voit bien, connaître l'inceste et ses conséquences, notamment psychotraumatiques, c'est essentiel pour le prévenir. C'est la raison pour laquelle, parmi les préconisations que l'association Face à l'inceste porte depuis 20 ans, il y a la mise en œuvre d'un plan inceste, permettant d'informer, de repérer et de dépister, de former et de mobiliser toutes celles et ceux qui sont amenés à accompagner ou à encadrer des enfants. Et seule cette mobilisation générale assortie de moyens, évidemment financiers, humains et conséquents, pourra apporter la réponse nécessaire à ces 3 enfants par classe victimes d'inceste. Et pour ça, il faut que l'inceste soit aussi étudié et mesuré. Et en France, il n'existe pas de données spécifiques visant à quantifier le chiffre noir de l'inceste sur mineurs. Alors, il est sans doute d'ailleurs très sous-évalué, et vous en avez parlé, d'autant plus si l'on considère ceux qui ne sont pas encore prêts à parler, et aussi ceux qui ne sont pas en capacité de parler, comme les populations souffrant de troubles psychiatriques très graves, et dont la parole est nécessairement exclue compte tenu de ce handicap. Or, les études de victimation sont des outils de prévention primaire. C'est à travers d'autres études que l'on peut en mesurer l'ampleur, et celles-ci rejoignent d'ailleurs les enquêtes menées par Face à l'inceste. Selon le Conseil de l'Europe, 1 enfant sur 5 serait victime de violences sexuelles, de prostitution ou de corruption. Ça, c'est des chiffres de 2010. Par ailleurs, on sait depuis 2014, grâce aux chiffres de la SNATED, que les situations d'inceste représenteraient près de 80% des appels concernant les violences sexuelles faites aux mineurs au 119. Et depuis 2023, que 81% des faits de violences sexuelles sont en fait des incestes. Donc ça, c'est les chiffres de la Civise. Des enquêtes plus récentes rejoignent celles menées par l'association Face à l'inceste, comme l'enquête Genèse du ministère de l'Intérieur, Panorama des violences en France métropolitaine, ou encore ou encore l'enquête de l'Institut national des études démographiques, violences sexuelles durant l'enfance et l'adolescence, des agressions dont on parle peu, donc ça c'est l'INED en 2023. Depuis sa fondation en 2000, l'association Face à l'inceste s'est donné pour objectif justement de produire les chiffres de l'inceste, qui sont malheureusement en constante évolution depuis le dernier sondage qu'on a réalisé, depuis le premier sondage qu'on a réalisé, c'était en 2009. Alors à l'origine, l'association naît de la rencontre de 2 femmes. Isabelle Aubry, j'en ai parlé, qui est la fondatrice et aujourd'hui présidente d'honneur, et Mel Marie, d'abord sous la forme d'un site d'information sur l'inceste. En fait, c'était le premier site francophone offrant de l'information et des ressources sur ce sujet, ainsi qu'un forum d'échange et d'entraide pour les survivants, et qui était intitulé « L'inceste, comment survivre ?» À cette époque, on est en 2000, au début des années 2000, la recherche du mot inceste sur un moteur de recherche renvoyait vers une longue liste de sites pornographiques. Lorsque Mel Marie, survivante, souhaite porter plainte contre son grand-père, car elle sait qu'il continue à violer des enfants, elle se heurte à la prescription. Il ne peut plus être poursuivi pour les faits qu'il a commis sur elle, puisqu'à l'époque, je le rappelle, la prescription était de 10 ans après la majorité. Alors l'association, elle va se fixer 3 objectifs, et partir du principe que c'est plus possible pour les survivants à ce moment-là, il faut se battre pour les enfants à venir. Et les 3 premiers objectifs de l'association vont être les suivants: abolir la prescription, qu'elle considère comme un véritable passeport pour l'impunité, qui constitue, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, le premier obstacle à la protection des enfants. Évacuer la recherche de consentement de l'enfant. Ériger l'inceste en crime spécifique. Alors, on était au début des années 2000. Comment atteindre ces objectifs-là, alors qu'en 2015 encore, jusqu'en 2015, l'inceste n'était pas inscrit dans le code pénal? En tout premier lieu, il était donc nécessaire de rendre visible le mot inceste et de se mobiliser donc pour sa réinsertion dans le code pénal, qui est intervenu donc en 2016. Pour l'association, l'inceste, c'est le silence de la famille, mais c'est également le silence d'une société tout entière.
Alors l'adjectif incestueux est finalement inséré dans le code pénal en 2016. On peut y lire que le viol est réputé incestueux lorsqu'il est commis par les membres du cercle familial. Cette insertion vise en fait à rendre visibles ces actes. Et parmi les objectifs, il y a bien sûr de fournir des données statistiques à la justice. Il s'agit là néanmoins d'une mention plutôt symbolique, puisqu'elle réprime par le seul biais de l'autorité de droit ou de fait. Et on en a parlé tout à l'heure, c'est une circonstance aggravante non spécifique. Et du reste, cette surqualification exclut les cousins et les cousines. Puis ce n'est qu'en 2021, il y a tout juste 3 ans seulement, que l'on admet enfin qu'un mineur de 15 ans ne peut consentir à un acte sexuel avec un adulte. Je vais vous montrer l'une des campagnes, puisqu'on est aussi l'association Face à l'inceste. On réalise dans le cadre de nos actions de plaidoyer un certain nombre de campagnes. Et j'aurai l'occasion pendant cette communication de vous en présenter quelques-unes parmi les plus significatives. Et je vais vous montrer à présent la campagne qui a été réalisée justement en 2021 pour demander l'abolition de la recherche de consentement d'enfants. Il y a 2 cauchemars dans mon histoire. L'un vit dans mon armoire, grand et fort, tout vêtu de noir. L'autre, au trait familier, sort de sa cachette quand vient le soir. Pressé, rampant, ombre dans la nuit, c'est quand toute la maison dort qu'il se glisse dans mon lit. Si je ferme les yeux très fort, peut-être qu'alors le premier ouvre sa porte et surgit. Bondit, menaçant, il chasse le rampant sans le moindre répit. L'ombre, alors, se réfugie si loin que jamais elle ne retrouve son chemin. Et la maison dort, sans plus un bruit. Mais l'armoire reste close. Une nuit alors, rassemblant mon courage, j'ouvre la porte et demande explication. Et toi dans mon armoire, vas-tu enfin prendre ma défense, me libérer de ce poison? Grand et fort, tout vêtu de noir, il n'eut que pour mots. Es-tu seulement sûr d'avoir dit non? Voyez-vous, je vous ai dit, il y a 2 cauchemars dans mon histoire. Les enquêtes réalisées pour Face à l'inceste révèlent d'ailleurs au fil des ans le poids du déni. Par exemple, en 2009, on apprend que 50% des enfants qui révèlent les faits d'inceste dont ils sont victimes à leur famille ne sont pas crus. Ou encore que 60% des Français auxquels un enfant victime d'inceste serait susceptible de se confier, qu'ils attendraient des preuves avant d'agir et de se présenter devant les autorités. On voit bien comment, et là je vais citer l'ouvrage coécrit par Gérard Lopez et Isabelle Aubry, L'inceste, 36 questions incontournables. Toutes les théories anti-victimaires qui minimisent la fréquence ou la gravité de l'inceste rencontrent un franc succès, alors que sa dénonciation déclenche un sentiment de malaise. L'incesteur n'est pas le monstre que l'on imagine. Il est tous les jours avec nous. C'est un père, un beau-père, un frère, une sœur, un oncle, une grand-mère, une mère, un cousin. À ce jour, il n'existe pas d'enquête ministérielle qui propose de quantifier et connaître la prévalence de l'inceste. En 2021, l'enquête Jeunesse, dressant un panorama des violences en France, n'introduit pas ce terme, alors qu'un chapitre entier est dédié aux violences avant l'âge de 15 ans. En 2021, plus d'une femme sur 5 et près d'un homme sur 6 âgés de 18 à 74 ans ont déclaré avoir subi une violence intrafamiliale avant l'âge de 15 ans. Psychologique, physique ou sexuelle. Tout comme en France récemment, à travers la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs, créée le 23 janvier 2021, certains États en Europe ont pris l'initiative de mener une réflexion sur les limites des mesures existantes en faveur des enfants victimes d'inceste et de violences sexuelles. En Allemagne, l'équivalent de la Civis est créé en 2010.
Ces missions visent à élaborer et proposer des mesures pour mieux protéger les enfants contre les violences sexuelles. En Angleterre également, ce dispositif existe. Instauré en 2015, la commission d'enquête indépendante sur les violences sexuelles à l'égard des enfants s'inscrit dans le même schéma directeur. Elle a réalisé une consultation auprès de 7000 victimes dans le cadre de ces missions. Son rapport final a été publié en 2022. Il pointe d'importants manquements au recueil de la parole et à l'accompagnement des enfants victimes. Alors on le sait, et vous en reparlerez cet après-midi, des protocoles existent permettant d'interroger les enfants entre 4 et 12 ans que l'on soupçonne d'agression sexuelle ou de viol. Que l'on soupçonne victime d'agression sexuelle ou de viol. Par exemple, au Canada, quiconque est amené dans le cadre professionnel à auditionner un enfant doit être préalablement formé au protocole MICHT. Il s'agit d'une entrevue structurée qui définit à la fois les différentes activités et étapes à réaliser avec l'enfant, ainsi que les questions à demander. Alors, il est déjà utilisé dans certains services, et notamment les UAPED, mais en France, il n'est pas généralisé. Et une fois que l'enfant a parlé, encore faut-il être en mesure de le protéger. En France, aujourd'hui, le principe de précaution, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit permettre de le protéger et qui n'est pas nécessairement à entrer en opposition avec la présomption d'innocence, est sous-utilisé. Il n'existe pas à ce jour d'ordonnance de sûreté pour protéger un enfant qui a le courage de parler. Et donc c'est le moment où je vous montre la seconde campagne que nous avons réalisée. Tout d'un coup, ma copine elle a crié parce qu'en fait il y avait un garçon à l'époque qui nous a suivis parce qu'on avait de la nourriture dans les sacs. Il y avait tout le monde qui a eu hyper peur, mais pas moi, parce que je vais t'expliquer. En fait les ratons laveurs, ils volent mais ils sont gentils, c'est des voleurs qui ont juste faim. Ouais. J'avais peur qu'il ait faim, donc je lui ai laissé un bout de pomme, mais j'aimerais bien savoir s'il l'a mangé ou pas. Donc on pourrait y aller? Tu m'écoutes là? Ah, pardon, excuse-moi, tu me disais quoi? Je t'appelle ce soir. D'accord. La parole des victimes demeure toujours aussi inaudible. L'enquête Parents complices, parents protecteurs, qu'a menée face à l'inceste en 2023 auprès de 1156 victimes, permet d'indiquer qu'un tiers d'entre elles parlent à l'un de leurs proches dès leur minorité, ce qui tente à montrer qu'elles parlent d'ailleurs plus tôt qu'auparavant. L'étude de l'INED réalisée en 2023 l'observe également. Plus les personnes sont jeunes, plus elles déclarent en avoir parlé à quelqu'un. C'est le cas de 59% des femmes et 52% des hommes de 18 à 24 ans, contre 42% des femmes et 25% des hommes de plus de 60 ans. Preuve que l'on se confie davantage au fil des générations. Pour autant, l'enquête Parents complices, parents protecteurs montre que les mères sont les premières personnes de la famille auprès desquelles les victimes se confient, mais qu'en fait, elles représentent seulement 6% des mères. 6% pardonnez-moi, seulement 6% d'entre elles recourent aux autorités. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc c'est une très très faible proportion. En fait, dans la majorité des cas, dans 94% des cas, ce qui se passe, c'est il y a quatre possibilités. C'est soit rien, il ne se passe rien. L'enfant parle, il ne se passe rien. Soit les proches mettent en doute sa parole, soit ils lui demandent, troisième option, de garder le silence, ou plus clairement le rejettent. En 2024, en France, l'inceste se règle donc toujours principalement en famille. Et tant qu'il se réglera en famille, il se reproduira. Car le seul recours, c'est la loi. Alors oui, pour les parents, il est terrible de regarder en face l'inceste et de saisir la justice, mais à l'égard des enfants victimes, il serait pire de ne pas le faire,
surtout quand ils doivent côtoyer leur agresseur. Et j'ai perdu ma page. Je suis perdue. On arrête. Alors, que faire concrètement? Voilà, on va passer à ça. Et je pense que c'est bon. Alors, que faire concrètement? Dès 2004, puisque vous avez compris que l'association a plus de 20 ans d'existence maintenant, donc, dès 2004, le manifeste de Face à l'inceste contenait déjà 20 propositions au gouvernement sur la prévention de l'inceste. Mais le déni reste encore très puissant et le plan inceste dont la France a réellement besoin n'a toujours pas encore vu le jour. Et je vous remercie, messieurs, tout à l'heure d'avoir introduit la question de la prévention au tabac, parce que typiquement, ce sont des types d'exemples que l'on peut faire sur ce type de proposition-là en termes de mesures. En février 2018, à l'occasion du travail préparatoire pour une nouvelle loi sur les violences sexuelles, l'association a actualisé ses propositions, dont le nombre est porté à 29, et depuis 2021, une 30e proposition a été ajoutée. Et le rapport final de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, le rapport final qui a été rendu public en novembre 2023 après 3 ans de travaux, émet lui 82 préconisations autour de 4 axes: le repérage, le traitement judiciaire, la réparation incluant le soin et la prévention. Et ces préconisations rejoignent les associations, les préconisations de Face à l'inceste en partie, mais du fait de son caractère spécifique et dans le même temps particulièrement massif, l'association Face à l'inceste souhaite que l'inceste fasse l'objet de mesures encore plus fortes et plus ambitieuses, comme la création, c'est un exemple, mais comme la création d'un organisme interministériel dédié au pilotage et à la prévention de l'inceste, à l'information du public, à la coordination de la recherche et à la protection des victimes. Il n'existe pas à ce jour de prévention de santé publique qui considère l'inceste au point de l'intégrer dans les plans de prévention à l'échelle nationale, tant pour préserver la santé physique que mentale de l'ensemble de la population française, mais également pour rappeler l'interdit de l'inceste. Les préconisations de l'association suivent la classification en 3 niveaux de l'OMS pour toute question de santé publique, donc prévention primaire, empêcher le passage à l'acte, secondaire, détecter les premières manifestations, et tertiaire, réduire les conséquences. Certaines mesures sont proches des mesures du premier plan interministériel, j'arrive plus à parler, je vais m'excuser, de lutte contre les violences faites aux enfants, annoncé le 1er mars 2017 et du deuxième plan du 20 novembre 2019. Et voilà. Et en ce qui concerne la prévention primaire, on pourra relever le repérage précoce dès la grossesse et dans les premières années de vie de l'enfant, l'intervention en périnatalité avec information, repérage et accompagnement des parents dans les maternités et pendant les examens médicaux obligatoires de l'enfant ensuite. L'association Face à l'inceste, c'est ce que je vous montre actuellement, a organisé un congrès en 2009 intitulé « Être parent après l'inceste », justement pour aborder tous ces sujets. Le repérage précoce permet de prévenir, entre autres, les dépressions du postpartum, les psychoses puerpérales, permet le cas échéant de dépister les grossesses issues d'un inceste, notamment. Il existe des signaux d'appel à repérer, par exemple la répétition des IVG, une grossesse particulièrement mal vécue, du mal-être, des angoisses. Et si ces signes ne sont pas directement corrélés à de l'inceste, le praticien doit pouvoir intégrer l'inceste comme champ des possibles. Il doit le garder à l'esprit. Ce dépistage en périnatalité peut s'appuyer sur les consultations de grossesse durant lesquelles la question est posée. La Haute Autorité de Santé, depuis 2019, préconise même de poser la question, même en l'absence de signaux. Et c'était en partie l'objet de notre consultation auprès de la HAS, Haute Autorité de Santé, en 2011, dont on peut retrouver en ligne le rapport que je vous invite à lire. Rapport et signalement de l'inceste par les médecins, reconnaître les maltraitances sexuelles intrafamiliales chez les mineurs. Tout au long de la vie de l'enfant, il faut pouvoir repérer et dépister, en renforçant par exemple, on en a parlé, la médecine scolaire, en dépistant systématiquement les situations de maltraitance dès la crèche. C'est également informer les enfants dès la maternelle sur leurs droits, sur les limites de leur intimité, le consentement, l'existence du 119. Informer sur l'inceste et les violences sexuelles et sur les moyens de les signaler lorsqu'un enfant en parle à un autre enfant.
On sait que le premier confident de l'enfant agressé, dans 50% des cas, c'est sa mère ou un ami. Si l'adulte demeure toujours l'unique et le seul responsable de la protection de l'enfant, et je vous remercie madame qui a fait la remarque tout à l'heure, c'est à l'adulte de refuser les demandes des enfants qui sont de recadrer. Je ne sais plus où est cette dame, je vous remercie tout à l'heure, mais donc c'est évidemment l'adulte, il est toujours l'unique et le seul responsable de la protection de l'enfant. Mais la prévention par l'éducation, elle doit aussi s'inscrire durablement dans les politiques publiques. Cette éducation permet en outre de prévenir de possibles passages à l'acte en renforçant les compétences psychosociales des enfants, mais elle est surtout fondamentale, je l'ai déjà dit, pour rappeler l'interdit de l'inceste. Parmi les mesures de prévention primaire, le numéro STOP, dont je pense que vous en reparlerez largement, doit encore être renforcé. Il a été généralisé en 2021 en France. Il existe depuis 2005 en Allemagne et depuis 2002 en Angleterre. Il propose un espace d'écoute pour les personnes attirées sexuellement par les enfants. La prévention ne saurait être efficace, enfin, que si l'environnement dans lequel évoluent les enfants est lui-même naturellement sécurisé. Certaines mesures préventives déjà en vigueur, par exemple, comme dans l'éducation nationale, peuvent être généralisées à d'autres employeurs, en renforçant le contrôle des antécédents lors du recrutement, mais aussi sur le temps long. Contrôler régulièrement les établissements qui accueillent les enfants, et notamment les intervenants comme les travailleurs sociaux, les assistantes maternelles, leurs conjoints, les animateurs. Il faut encore des campagnes d'information, c'est ce que l'association naturellement demande depuis 20 ans, des campagnes d'information grand public récurrentes, en s'adressant aux adultes, agresseurs ou potentiels, entourage immédiat des enfants, et en rappelant l'interdit de l'inceste, les sanctions encourues, non seulement pour le crime commis, mais aussi pour l'absence de signalement du crime. Outiller les parents. Informer sur la prise en charge, affection longue durée à 100%, pour les victimes de sévices sexuels dans l'enfance. En consultation. Poser systématiquement la question des violences sexuelles subies dans l'enfance. Les victimes ne viendront pas vous le dire toutes seules. Et bien sûr, la formation initiale et continue obligatoire des professionnels en contact avec les mineurs, soignants, professeurs, animateurs, éducateurs sportifs, sur les violences sexuelles, leurs conséquences, leur repérage et sur les procédures de signalement. Il y a énormément de chemin à faire encore. L'association Face à l'inceste propose des outils. J'en ai apporté quelques exemples. Pour ceux qui le souhaitent, ce sont des outils qui sont entièrement gratuits et disponibles à destination des professionnels sur demande et en ligne, en téléchargement en ligne aussi, sur notre site internet, pour tous en fait, pour tout un chacun également. Il suffit de créer un compte en fait, sur le site et puis vous pouvez accéder à ces ressources. Le document pédagogique C'est quoi l'inceste ? Qui permet de revenir un peu sur les bases, c'est un peu ce que je voulais exposer finalement. Qu'est-ce que l'inceste ? Comment le définir ? Comment il s'exprime ? Alors il y a aussi un lexique légal dans ce document. Il y a un certain nombre d'idées reçues aussi sur l'inceste. Bien sûr, je vous ai montré la campagne Derrière la porte, à destination des parents protecteurs. Un guide, parce qu'ils sont bien seuls et bien démunis lorsqu'ils s'engagent dans de telles démarches. Même s'ils représentent, on l'a dit aussi, une très faible proportion des parents à qui l'enfant révèle des faits d'inceste. Et ce guide est donc une introduction en fait, au parcours juridique et psychologique du parent protecteur. Il va l'informer sur la manière d'accueillir la parole de son enfant et les démarches à réaliser pour choisir les professionnels, comment s'entourer et à quoi s'attendre, les écueils aussi auxquels il va être confronté dans le cadre de ce parcours. Aux éditions Hatier Parents, je parlais de la question des parents aussi, parce qu'on parle des professionnels, en fait, c'est vraiment dans l'accompagnement à la parentalité, il y a un enjeu qui est tout à fait important là aussi. Donc, les violences sexuelles, prévenir, détecter, accompagner, donc par Patrick Cloisler, qui est notre vice-président, face à l'inceste. Auquel est adossé nos cahiers de prévention, qui se veut, qui a été conçu comme une sorte de cahier de vacances avec des exercices à réaliser
par l'enfant entre 6 et 10 ans, accompagné d'un adulte de confiance et qui va lui permettre de tester ses connaissances sur la prévention de l'inceste et les violences sexuelles et du coup d'avoir un certain nombre de connaissances sur ce sujet. Ici vous avez le sommaire en fait des cahiers de prévention et en fait l'enfant va passer, c'est construit un petit peu comme un jeu. Finalement, il va aller chercher des clés de prévention et lorsqu'il les a toutes obtenues, il obtient son diplôme d'ambassadeur de la prévention. Pour conclure, on ne pourra pas prévenir l'inceste sans un changement de paradigme profond de notre société en faveur de l'enfant. L'inceste ne peut plus être une affaire qui se règle en famille. L'inceste doit faire l'objet d'un véritable plan national de prévention. Il suffit de penser, on en a parlé à d'autres campagnes, on prend l'exemple aussi de la sécurité routière, du tabac, donc c'est ce que l'association Face à l'inceste appelle pour mobiliser la société tout entière. Et je vous remercie de votre attention.